La finance est presque toujours enseignée comme une discipline mathématique. Il faudrait maîtriser de savantes formules pour savoir exactement quoi faire. Mais alors, comment expliquer le succès de Ronald James Reed, un Américain qui a été dans sa carrière pompiste puis homme de ménage, qui n'a pas reçu d'éducation particulière ni d'héritage et qui pourtant, à la fin de sa vie, était à la tête d'une fortune de 8 millions de dollars grâce à ses investissements. Tout simplement car la finance, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est avant tout une question de psychologie. Car votre réussite financière tient moins à votre intelligence qu'à votre attitude. Il suffit de suivre des principes universels, en apparence simplistes, mais qu'on est malheureusement trop peu à connaître et encore moins à suivre. C'est la thèse que défend Morgan Housel, l'auteur du livre best-seller La psychologie de l'argent. Bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en investissement financier, fondateur de S'investir. Et dans cette vidéo, je vais vous faire la synthèse des 20 chapitres de ce livre au travers de 6 piliers actionnables que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui dans votre vie. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Pilier numéro 1, moins de bling-bling, plus de liberté. L'argent vous permet de dire non plus souvent. C'est une chose essentielle que nous rappelle l'auteur. L'argent s'échange contre du temps. Moins vous avez besoin d'argent pour vivre, plus vous êtes libre d'employer votre temps comme bon vous semble. Il prône ainsi une certaine frugalité en nous exhortant simultanément à épargner et à stopper l'inflation de nos désirs. Cela induit de respecter 3 principes solides. 1. Épargner religieusement sans forcément avoir de but précis. Épargner, c'est s'acheter de la flexibilité. Votre épargne, c'est votre atout sérénité finalement. Contrairement à vos revenus, c'est pleinement contrôlable. Vous avez les pleins pouvoirs dessus pour agir. Avoir un fonds d'épargne liquide, entendez par là facilement accessible, comme un livret A, ça vous permet de traverser les coups durs, donc une voiture qui tombe en panne, une machine à laver qui vous lâche, mais aussi les crises économiques sans paniquer, et donc de ne pas perdre d'argent en vendant vos actifs, vos placements au pire moment. Ça, on en reparlera après. Donc vous pouvez aussi changer de job plus sereinement, réduire votre temps de travail ou encore décider de prendre votre retraite plus tôt si votre capital acquis vous permet de compenser le revenu manquant avec un revenu grâce à votre capital. Donc avoir de l'argent, ça donne le choix. Et ça, vous en conviendrez, c'est inestimable. Un moyen très simple de commencer, que vous devez sûrement connaître, c'est de programmer un virement automatique le jour où vous recevez votre paye vers un compte d'épargne pour vous obliger à épargner. Commencez avec un montant ridicule, presque symbolique. Ça peut être 10 €, puis 20 €, 50 €. Ce n'est pas tant le chiffre qui compte que l'habitude. Une fois que votre cerveau aura intégré que c'est normal, vous pourrez augmenter progressivement sans trop d'efforts. Pour vous discipliner, gardez à l'esprit que c'est du temps que vous vous offrez dans le futur. Une fois l'argent mis de côté et votre fonds de sécurité constitué, vous pouvez investir le reste pour que votre capital travaille pour vous. Mais encore faut-il que vous le conserviez et ne succombiez pas à la tentative de le dépenser. Donc point numéro 2, arrêtez de vouloir impressionner les autres. Quand vous voyez une personne au volant d'une Porsche ou d'une Ferrari, vous n'admirez pas tant la personne qui la conduit que vous enviez sa voiture. Selon l'auteur, on flambe pour impressionner des gens qu'on ne connaît pas et qui se moquent éperdument de nous, bien trop préoccupés par leur propre vie. Il s'agit juste de reconnaître que la plupart des gens aspirent à gagner le respect et l'admiration des autres, mais que ce n'est pas en achetant des produits de luxe qu'ils ont le plus de chances d'y parvenir. Si votre objectif est d'être respecté et admiré, réfléchissez bien aux moyens qui vous permettront de l'atteindre. L'humilité, la gentillesse et l'empathie seront beaucoup plus efficaces que les chevaux de votre moteur. Donc si vous voulez être apprécié, soyez appréciable par votre attitude et les valeurs que vous incarnez. C'est bien plus efficace et ça revient beaucoup moins cher. Le plus important, finalement, c'est pas combien vous gagnez, mais combien vous gardez. Comme l'a justement écrit Bill Mann, le moyen le plus sûr de se sentir riche, c'est de dépenser à tour de bras pour s'acheter plein de jolis trucs. Ce qu'il vous faut faire pour être riche, en revanche, c'est dépenser uniquement l'argent que l'on possède et non celui que l'on ne possède pas. Et donc forcément, faire un crédit à la consommation de l'argent qu'on ne possède pas à 10% d'intérêt pour acheter une voiture hors de prix, c'est pas judicieux. Et c'est difficile à admettre parce que contrairement à la richesse d'apparat qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, des artistes, des sportifs, des jet-setters, la vraie fortune, c'est ce qui ne se voit pas. Le monde est rempli d'individus fortunés qui gardent une apparence modeste et de personnes qui ont l'air riches tout en vivant constamment au bord de la faillite. Ne l'oubliez pas lorsque vous portez un jugement hâtif sur la réussite des autres et que vous vous fixez des objectifs. À votre niveau, vous pouvez faire
2 actions très simples. Couper une dépense statut ce mois-ci. Donc identifiez une dépense que vous faites uniquement pour être vu, un resto branché hors de prix que vous ne savourez pas vraiment, une chemise hors de prix, les verres que vous oubliez le lendemain, et supprimez-la ou au moins réduisez-la. Et puis faire une comparaison détox. Donc couper les notifications ou mieux ne plus suivre un compte qui déclenche une envie compulsive d'achat sur Instagram, sur Facebook ou autre, ou des achats statut. Une fois qu'on a pris conscience du premier piège de la comparaison qui consomme notre argent, un second nous guette dans notre quête de liberté financière, celui du toujours plus. Donc ça, c'est le 3e point de ce premier pilier. Sachez définir assez. Le plus difficile, c'est de se fixer une limite. Quand on commence à bien gagner sa vie, à gagner de plus en plus, quand on se lance dans une quête vers davantage de liberté, on peut facilement être tenté de chercher à augmenter ses revenus pour accélérer. Mais si on n'y prend pas garde, cela peut être vraiment contre-productif au regard de l'objectif fixé. Certains professionnels triment 80 heures par semaine pour améliorer leur rendement d'un 10e de point de pourcentage, alors qu'ils pourraient réduire leur train de vie de 2 ou 3% en se fatiguant infiniment moins. Passé un certain niveau de revenu, vos besoins se situent simplement un cran en dessous de votre ego. L'esprit humain a évolué de telle sorte qu'il est programmé pour poursuivre constamment de nouveaux désirs ou combler le vide. Une quête incessante au toujours plus. Une quête qui peut aller jusqu'à nous consumer comme Bernard Madoff, un célèbre financier américain qui a écopé d'une peine de 150 ans de prison en 2009 et dont le fils s'est même suicidé pour avoir mis au point la plus grande pyramide de Ponzi de l'histoire à ce jour. Ce que l'on sait moins, c'est qu'avant de commencer son arnaque, Bernard Madoff, il avait déjà tout l'argent dont il pouvait avoir besoin étant à la tête d'une société d'investissement extrêmement lucrative et tout à fait légale qui lui rapportait des dizaines de millions de dollars chaque année. Donc comment a-t-il pu perdre pied jusqu'au point de construire une machination telle qu'il ne pouvait plus faire marche arrière de sorte à terminer sa vie tragiquement? L'auteur du livre, Morgan Housel, l'explique ainsi. Il y a danger lorsque le fait d'avoir goûté au plus d'argent, plus de pouvoir, plus de prestige, démultiplie votre ambition au lieu de démultiplier votre satisfaction. Cela signifie que quand vous avancez d'un pas, vos espérances avancent de 2. Vous avez l'impression d'être à la traîne et que le seul moyen de rattraper votre retard est de prendre de plus en plus de risques. In fine, le désir de nous surpasser pour aller chercher toujours plus peut nous conduire dans une impasse qui nous éloigne du vrai bonheur de savoir se contenter de ce qu'on a. L'auteur rapporte à ce sujet une formidable anecdote qu'adorait partager John Bogle. 2 écrivains, Kurt Vonnegut et Joseph Heller, sont invités à une fête somptueuse donnée par un milliardaire de Wall Street. Vonnegut dit à son ami « Tu vois cet homme là-bas, en une seule journée, il gagne plus que ce que ton roman Catch-22 t'a rapporté dans toute ta vie. » Silence, Heller réfléchit, puis répond simplement « Peut-être, mais moi j'ai quelque chose qu'il n'aura jamais, assez. » Tout est dit. Bien sûr, l'idée ce n'est pas de vous comparer à un milliardaire, mais de vous demander à quel moment est-ce que moi je peux dire assez. Pour y répondre, notez 3 chiffres simples équivalents à un revenu net mensuel. Le minimum pour vivre, le montant qui vous rend la vie confortable et celui qui relève du superflu. Gardez le montant confortable comme le cap à suivre. Parce que le piège, ce n'est pas de manquer d'argent. Le piège, c'est de ne jamais savoir combien il vous en faut pour vous sentir bien. Et si vous ne définissez pas votre assez, vous resterez prisonnier du toujours plus. Et en tant que chef d'entreprise, c'est vraiment un piège qu'on retrouve énormément dans l'entrepreneuriat. Des gens qui ne savent jamais s'arrêter, même quand leur entreprise est très florissante et qui mettent après tout de côté, la famille, les amis, les enfants même, pour leur job, pour donner un max. Mais en fait, ils ne savent jamais s'arrêter et ça peut être vraiment désastreux malheureusement. Donc une fois que vous avez intégré et appliqué ce principe, il va falloir vous armer de patience pour laisser le temps faire son travail. Et donc, pilier numéro 2, le temps, votre meilleur allié. On vante souvent les talents d'investisseurs de Warren Buffett, une des plus grosses fortunes mondiales. Mais on oublie que son véritable secret, c'est le temps. La fortune de Warren Buffett s'élève à 84,5 milliards de dollars, dont 81,5 milliards ont été amassés après ses 65 ans. De telles aberrations sont difficiles à concevoir. Warren Buffett, il a commencé à investir à 11 ans. Il n'a obtenu son premier million qu'à 30 ans, malgré ses compétences hors normes. Donc c'est vraiment le pouvoir de l'effet multiplicateur. Les intérêts composés, le capital investi croît de façon exponentielle. C'est-à-dire que la croissance du capital quand on investit
n'est pas linéaire, mais plutôt accélère. Au début, ça paraît lent, presque insignifiant, puis plus les années passent, plus ça va vite. Et la fortune de Warren Buffett en est la meilleure preuve. Elle était à 84,5 milliards effectivement, mais c'était en 2020 quand le livre a été écrit. Aujourd'hui, quand j'écris cette vidéo, le magazine Forbes l'évalue à plus de 150 milliards, soit presque le double en seulement 5 ans. C'est un basique, mais il est tellement important que je suis obligé de le rappeler pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. La meilleure chose à faire, c'est d'investir régulièrement et surtout le plus tôt et le plus longtemps possible. Ainsi, votre capital, qu'on compare souvent à une boule de neige qui grossit, va devenir de plus en plus immense avec le temps. Bien plus que si vous attendez en cherchant le bon moment ou le meilleur rendement possible avant d'investir. J'en parle en détail dans une autre vidéo que je vous partagerai à la fin. Donc cependant, gagner un investissement, ce n'est pas gratuit. Vous devez payer le prix du risque, notamment le prix de la volatilité, c'est-à-dire accepter que les performances de votre portefeuille jouent aux montagnes russes. Pour vous en rendre compte, l'auteur nous partage un graphique de l'indice boursier Dow Jones, donc un baromètre de la bourse américaine, laquelle influe fortement sur l'économie mondiale du fait du poids des États-Unis. On peut y lire par exemple qu'une personne ayant commencé à investir en 1968 aurait dû attendre 1985 pour enfin voir ses placements redevenir positifs, soit 17 années de traversée du désert, mais ensuite son portefeuille n'a cessé de croître. C'est ça la logique du temps long, plus vous restez investi, plus vos chances de gain augmentent. Et pour que ce soit plus concret, imaginons que vous investissiez 150 € par mois en bourse avec un rendement moyen de 7% par an net d'inflation, ce qui correspond à la performance historique des actions net d'inflation depuis 1802, soit sur plus de 2 siècles. Au bout de 10 ans, vous auriez environ 26 000 €. Au bout de 20 ans, plus de 78 000 €. Au bout de 30 ans, près de 185 000 €. Et au bout de 40 ans, plus de 400 000 €. Avec les intérêts composés, vos 150 € mensuels, l'équivalent de seulement 5 € par jour, peuvent devenir une fortune sur une vie entière. Si vous tenez donc bon, la récompense peut être phénoménale. Mais attention, investir tôt, c'est une chose. Le véritable défi, ce n'est pas d'entrer dans le jeu, c'est d'y rester. Pilier numéro 3, survivre doit être votre unique priorité. Quand on investit, on s'expose nécessairement à des risques. Quand on n'investit pas, c'est pareil d'ailleurs, entre l'inflation, le problème des retraites et le manque à gagner, le risque est même plus important. Mais ce qu'il faut absolument éviter, c'est un risque capable de provoquer votre ruine. Ça ne vaut jamais la peine d'être pris. L'auteur appelle cela le biais d'optimisme. Le biais d'optimisme dans la prise de risque, c'est ce qu'on peut traduire par « statistiquement, la roulette russe est une bonne option ». Cela consiste à se cramponner coûte que coûte aux probabilités favorables alors que l'échec est inacceptable. C'est croire qu'un risque est acceptable simplement parce que les probabilités sont de notre côté, en oubliant que si ça tourne mal juste une seule fois, c'est la fin du jeu. Pour ne jamais en arriver là, vous devez donc systématiquement intégrer une marge d'erreur. Ce qu'on peut traduire en substance par être optimiste à long terme sur les gains que vous pourriez faire, tout en étant complètement paranoïaque à court terme sur ce qui pourrait mal se passer. Et pour cela, il faut identifier le point unique de défaillance de votre stratégie. Demandez-vous, si ça se passe mal, est-ce que ça me met hors course ou ai-je suffisamment de résilience pour rebondir ? Il prend l'exemple de Warren Buffett et de Bill Gates, qui conservent toujours suffisamment de trésorerie pour saisir des opportunités, certes, mais surtout pour ne jamais mettre en péril leur activité à cause d'un mouvement audacieux. Donc, ne succombez jamais à la tentation par cupidité de faire all-in parce que malheureusement, la très grande majorité du temps, vous pourriez avoir tort, ce qui pourrait vous coûter tout votre capital. Donc le meilleur moyen de rester dans la course, c'est de diversifier votre portefeuille avec une exposition au risque adaptée. Comme le dit si justement Harry Markovitch, prix Nobel d'économie et père de la théorie moderne du portefeuille, la diversification est le seul repas gratuit en finance. Traduction, diversifiez vos investissements dans différentes classes d'actifs. Ça permettra de réduire drastiquement le niveau de risque. C'est d'ailleurs ce que l'on fait en permanence avec nos clients au cabinet chez S'Investir Conseil. Et puis ensuite, il faudra tenir le cap. Mais encore faut-il résister aux sirènes des prédicateurs et des histoires qui flattent nos désirs. Pilier numéro 4, ignorez l'appel des sirènes. Plus vous avez envie d'y croire, plus vous êtes crédule. On préfère un récit sans fondement qui rassure, qui donne un sentiment de contrôle, à une vérité incertaine. C'est dans notre nature, et en investissement, ce sont les récits pessimistes qui l'emportent.
Parce que notre cerveau, il est câblé pour être plus attentif aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes nouvelles. C'est ce que les scientifiques appellent le biais de négativité. Les individus réagissent plus fortement aux événements, émotions ou informations négatives qu'aux positives de même intensité. Une perte de 1000 € nous fait 2 fois plus mal qu'un gain de 1000 € ne nous fait plaisir. Comme le résume l'auteur, un discours optimiste vous donne l'impression d'entendre un argument de vente, alors qu'un discours pessimiste vous donne l'impression de quelqu'un qui cherche à vous aider. C'est pas étonnant quand on voit les médias financiers qui sont saturés d'annonces de catastrophes plus ou moins imminentes. Chacun y va de ses prédictions, sauf qu'ils ne sont pas là pour vraiment prédire l'avenir, mais simplement pour capter votre attention et pour gagner votre confiance. Résultat, c'est un théâtre permanent où l'on annonce chaque semaine le prochain krach boursier, la prochaine crise financière, la prochaine crise économique. Et la vérité, c'est qu'il est impossible de savoir ce que nous réserve vraiment l'avenir. Le bon enseignement à tirer des surprises, c'est que le monde est surprenant. Les surprises du passé devraient nous servir non pas à dessiner l'horizon des possibles futurs, mais à admettre que nous n'avons absolument aucune idée de ce qui nous attend. Mais, m'objecterez-vous, si on ne peut pas prédire quel pari sera gagnant, alors dans quoi investir ? Question judicieuse. Selon l'auteur, il faut s'inspirer des fameux venture capitalistes, ceux qui investissent dans les startups, et chercher la longue traîne. Diversifier en masse, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire diversifier vos acquisitions pour, en moyenne, avoir raison et être gagnant. Morgan Housel, donc l'auteur, cite une étude de corrélation venture qui a fait le calcul. Sur plus de 21 000 financements de startups sur le marché américain, 65% se sont soldés par des pertes. Une bonne partie a juste permis de retrouver globalement sa mise de départ. Seulement 2,5% ont généré entre 10 et 20 fois la mise de départ. 1% ont généré entre 20 et 50 fois la mise de départ. Et seulement 0,5% ont généré plus de 50 fois la mise de départ, dont certains ont amené des performances stratosphériques parce que cette startup est devenue le Google, le Amazon, le Apple. Et donc, ça a complètement explosé les performances du portefeuille au global. Donc, c'est justement grâce à ces 0,5% que le portefeuille des ventures capitalistes se porte bien et amène de bons rendements. Ça peut paraître surprenant, mais c'est un phénomène bien connu en finance qu'on appelle la loi des extrêmes, ou l'effet de queue de distribution pour les puristes. Donc, pour être sûr d'avoir un portefeuille, les startups qui explosent tout, eh bien, il faut s'assurer d'investir en diversifiant très largement. Et ce qui est vrai pour les startups, c'est aussi vrai pour l'art et c'est aussi vrai pour la bourse. Et le meilleur moyen de diversifier ses investissements en bourse, c'est d'acheter tout le marché. Et c'est ce que permettent notamment en bourse les ETF, dont je parle très souvent sur ma chaîne. Et j'en parle aussi en détail dans ma formation offerte. Je vous mettrai un lien en description. Donc concrètement, un ETF copie la performance d'un indice boursier comme le S&P 500, le CAC 40, et ça vous permet d'investir d'un seul coup dans des centaines, voire des milliers d'entreprises sans avoir besoin de choisir vous-même quelle action acheter. Donc c'est comme un grand panier garni et vous pouvez avec ça acheter tout le marché et même il existe un ETF qui vous permet de vous exposer à 99% du marché boursier. Résultat, vous profitez automatiquement des gagnants du futur tout en réduisant vos risques grâce à la diversification. Alors oui, c'est moins glamour que de chercher le prochain Apple ou le prochain Tesla, mais c'est infiniment plus efficace parce que vous maximisez la croissance de votre portefeuille pour faire jouer l'effet multiplicateur et surtout, vous ne prenez jamais le risque de ruine dont on parlait en ne misant seulement que sur une poignée d'entreprises. Donc ce qui paie vraiment, ce sont les processus simples et éprouvés que vous appliquez dans la durée. Une fois que vous avez mis en place ce processus, il doit être tenable et tenable par vous, un être humain. Pilier numéro 5, cherchez à être raisonnable plutôt que rationnel. Mieux vaut un plan imparfait auquel on se tient qu'un plan parfait qui nous empêche de dormir la nuit et qu'on abandonne. La meilleure stratégie, c'est celle que vous êtes capable de tenir longtemps pour profiter de l'effet multiplicateur. C'est plus difficile qu'il n'y paraît parce que la relation à l'argent est avant tout émotionnelle. Si vous vous demandez pour quelles raisons certains liquident leurs actifs au plus bas d'un marché boursier, vous n'obtiendrez pas la réponse en calculant les rendements futurs escomptés, mais plutôt en essayant de vous représenter l'angoisse d'un investisseur à l'idée que ses placements puissent mettre en péril l'avenir de sa famille. Quant à nos choix stratégiques concrets, nos croyances y jouent un rôle non négligeable. Comme le dit si justement l'auteur, personne n'est cinglé. On se construit avec le contexte historique dans lequel on vit
et auprès de notre entourage. C'est notre vécu qui forge notre vision du monde. Vos expériences financières personnelles forment peut-être 0,000001% de ce qui s'est produit dans le monde, mais elles expliquent probablement 80% de votre compréhension du monde. C'est ce qui explique qu'on puisse trouver aberrant les choix financiers de certaines personnes qui se refusent à investir en bourse, alors que le marché est en croissance quasi continue depuis plus de 200 ans, alors que la bourse est un des meilleurs placements existants, alors que ça peut être complètement passif et ça peut vous prendre que 5 minutes par mois. Mais penser ainsi, c'est oublier que selon quand vous êtes né, le monde pouvait être tout autre. L'auteur nous montre un graphique qui témoigne de cette différence. Si vous étiez né ou si vous êtes né en 1950, vous auriez connu un marché boursier complètement atone la majeure partie de votre adolescence et de votre vie de jeune adulte. Et c'est là où on forge une grande partie de nos croyances. Tandis que si vous étiez né dans les années 70, vous auriez connu une hausse fulgurante de la bourse. Un contexte complètement différent forge des croyances différentes. Et donc, en dépit de la réalité actuelle, rares sont ceux qui arrivent à passer outre leurs croyances ancrées. Pendant longtemps, les économistes ont cru au mythe de l'homo economicus, un individu parfaitement rationnel qui pèse toujours le pour et le contre avant de prendre la meilleure décision financière. Mais toutes les recherches en économie comportementale, notamment celle du célèbre Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, l'ont montré, ce modèle est complètement faux. L'homme n'est pas un froid calculateur, c'est un animal social. Morgan Housel le résume parfaitement. Rares sont les gens qui prennent des décisions financières en se contentant de consulter un tableur Excel. Ils les prennent plutôt à la table du dîner ou lors d'une réunion entre collègues, des endroits où leur histoire personnelle, une vision du monde qui n'appartient qu'à eux, leur ego, leur fierté, des considérations commerciales et d'étranges motivations s'entremêlent pour former un récit qui a du sens à leurs yeux. En clair, nous ne décidons pas avec des équations, mais avant tout avec nos récits et nos émotions. Et c'est justement parce que nous prenons nos décisions ainsi que même la meilleure stratégie doit intégrer une part d'imprévisible, la chance, le risque et le futur vous que vous ne connaissez pas encore. Pilier numéro 6, sachez à quel jeu vous jouez. Il n'existe pas de recette magique du succès, ce sont des histoires que l'on raconte a posteriori parce qu'elles sont sexy. Même avec les meilleures compétences du monde et une approche probabiliste, on ne peut que maximiser les chances de réussir, un investissement ou un projet, mais il reste toujours le facteur chance et sa face sombre, le risque dans l'équation. L'auteur le formule ainsi: qui fait la une du magazine Forbes? Certainement pas de piètres investisseurs qui, ayant pris des décisions judicieuses, se seraient retrouvés du côté sombre du risque. Ce sont plutôt de riches investisseurs qui ont pris des décisions acceptables, voire imprudentes, et qui ont eu de la chance. Tous ont lancé la même pièce, mais elle n'a pas atterri sur la même face. Les cas extrêmes sont des anomalies qui marquent les esprits, pas des tutoriels reproductibles. C'est le fameux biais du survivant, un biais cognitif qui consiste à ne retenir que les exemples ou personnes qui ont réussi, en ignorant ceux qui ont échoué, ce qui fausse complètement notre perception des réelles chances de succès. Par exemple, sur le réseau social X, anciennement Twitter, vous verrez quasi exclusivement des gens qui se vantent de leur investissement. Tout est beau. De 1, ceux qui échouent ne le disent que très rarement. Et de 2, ceux qui gagnent puis échouent ne raconteront que leur réussite et omettront étrangement de mentionner leur échec. Donc ne sous-estimez jamais le rôle de la chance dans le succès. Rappelez-vous que, avant de vous inspirer d'une stratégie qui vous séduit, de prévoir la fameuse marge d'erreur pour ne jamais sortir du jeu. C'est ce qui nous amène au point suivant, savoir à quel jeu nous jouons. Beaucoup d'investisseurs, sans penser à mal, peuvent avoir tendance à s'inspirer de personnes qui ne jouent pas du tout au même jeu qu'eux. Comprenez par là qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs ou n'ont pas autant à perdre que vous. L'auteur nous met aussi en garde contre les mécanismes des bulles spéculatives. Les bulles se mettent à faire des dégâts quand les investisseurs à long terme calquent leur comportement sur ceux des investisseurs à court terme, alors qu'ils jouent à des jeux totalement différents. Ce qui fut le cas avec la bulle Internet des années 2000, ou encore celle de l'immobilier qui a précédé la tristement célèbre crise des subprimes en 2007. À l'époque, les gens voyaient leurs voisins s'enrichir et se disaient « si je n'y vais pas, je vais rater le train, alors même si j'ai de sérieux doutes sur les fondamentaux, j'y vais quand même pour ne pas regretter d'avoir manqué une opportunité. » Comme l'auteur le souligne, il est facile de se moquer a posteriori, mais dans l'euphorie du moment, la cupidité, la peur de rater une opportunité, ce que les anglo-saxons appellent le FOMO, donc Fear of Missing Out, peuvent faire sombrer même les plus rationnels d'entre nous.
Et pour éviter de tomber dans ce FOMO, une idée est de tenir un journal de bord. Écrivez 2-3 lignes quand vous avez une pulsion d'achat ou de vente, relisez dans 48 heures, 90% du temps, vous allez renoncer une fois l'émotion retombée. Conclusion. Voilà, donc j'ai tâché de faire la synthèse de ce livre et de ces 20 chapitres en vous apportant un maximum de valeur. Ce livre, c'est vraiment une pépite. Je vous invite à le lire si vous êtes curieux parce que je le recommande. Vraiment, on sort des livres habituels du domaine et vraiment, il montre que l'argent est avant tout une affaire de psychologie et non de mathématiques. Si un homme ordinaire comme Ronald James Reed a pu devenir millionnaire sans diplôme ni salaire élevé, la vraie question n'est pas « êtes-vous assez intelligent ?» La vraie question est « êtes-vous prêt à adopter les comportements qui vous rendent plus libre longtemps ?» Si vous adhérez au principe, alors la première étape vers cette liberté que prône Morgan Housel, c'est de maîtriser votre argent. Pour y parvenir, et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation offerte pour apprendre à bien investir en bourse, à bien investir avec les ETF, et où je vous présente la stratégie que j'utilise personnellement pour faire fructifier votre argent sans perdre de temps et en évitant toutes les erreurs que l'on peut faire quand on débute. C'était Mathieu de la chaîne S'investir. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer notre vidéo « Comment investir en bourse avec un petit capital, 50 € par mois » qui s'affiche à l'écran. Cliquez dessus pour la regarder maintenant.